Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Fréquence Hit, c'est fini pour ce soir. Mais rassurez-vous, on revient très vite sur Radio Fréquence Méditerranée. Au revoir. Bye bye. Arrivederci. Sayonara. Oh yeah! Le mercredi 19h-20h, Sébastien vous propose de découvrir des projets ou des actions innovantes qui œuvrent, à leur échelle, pour le bien commun et qui sont de véritables solutions inspirantes pour changer le monde. Pendant 1 heure, nous donnons la parole aux personnes qui osent s'engager ou mettre en place des initiatives inspirantes. Nous recevons ce soir ces colibris qui vont inspirer par leurs actions concrètes. Je fais ma part, répétait le colibri aux autres animaux incrédules. Tout de suite, c'est la légende du colibri avec Sébastien et Jean-Luc. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée. Vous avez pu le comprendre, vous avez entendu dans le jingle mercredi. Et non, on n'est pas mercredi, on est mardi. C'est juste que l'émission d'habitude est calée un mercredi. Et exceptionnellement, nous l'avons décalé parce que monsieur l'animateur de cette émission, monsieur Sébastien Usher, que je reçois, a beaucoup d'activités municipales. Et donc, ça fait que demain, il ne sera pas avec nous. Voilà pourquoi il est là ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Quelque temps qu'on se voyait pas et très content de te retrouver. Hein. Tu commences à me manquer. Hein. Ouais, ça fait plaisir de revenir ici, de retrouver les studios, de te revoir vraiment, et pas que par téléphone ou sur Facebook. Exactement. Et puis ce soir, on a 2 très jolis invités. On a de la chance. En général, Sébastien, il choisit toujours de très jolis invités. Elle s'appelle Jade Journeau. Elle est cofondatrice de l'association de permaculture et elle est surtout, elle m'a dit, facilitatrice d'apprentissage en permaculture. C'est ça ? Tout à fait. Bonsoir Jade. Bonsoir Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Elle est accompagnée de l'autre cofondatrice de cette association de permaculture. Elle est, j'avais dit spécialiste. Non, elle n'est pas spécialiste. Elle est passionnée en jardinage et en maraîchage bio. C'est Chloé Seguin. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Voilà, on est parti pour 1 heure d'émission, 1 heure où je vais juste écouter et puis m'interroger sur ce que veut dire la permaculture parce que j'avais rien compris. Vous m'avez un petit peu expliqué hors émission, mais c'est l'émission de Sébastien. C'est Sébastien qui va poser les questions et je lui donne tout de suite la parole. Allez, c'est à toi Sébastien. Un bonheur de vous recevoir, Jade, Chloé, un bonheur parce que tu disais que c'était des belles filles, c'est surtout des belles âmes. Ça compte plus que tout. J'ai eu la chance de les rencontrer car moi, grâce à vous, j'ai compris un petit peu ce qu'était la permaculture et donc je trouvais hyper intéressant d'en parler ce soir. Et ça serait intéressant qu'on commence déjà à vous connaître un peu plus. Jade, Chloé, qui est-ce qui commence à se dévoiler un petit peu, qui nous dit d'où elle vient, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime? Je vais commencer, Ok. si ça te va, Chloé. Ça me va. Eh bien, moi, je viens de Nice. J'ai grandi à Nice et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je vais pas trop en dire tout de suite, mais Ouais, tranquillement. Ben voilà, j'ai grandi à Nice, donc je suis une urbaine. Je connaissais rien à la nature, pas grand-chose. Et puis, je m'en suis rapprochée petit à petit avec mon parcours. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard. Voilà, j'ai pas mal voyagé en fait pour découvrir ce concept, ce mode de vie. Voilà, la permaculture, c'est assez large et c'est super qu'on ait le temps pour bien l'expliquer. D'accord. Et voilà, je vous expliquerai un peu plus tard. Ok, super. Donc, tu habites toujours à Nice? Là, j'habite toujours à Nice. Je suis en phase de déménager un petit peu plus à la campagne. Ok. Et voilà, je suis très attachée à ce département, mais on a aussi des projets d'installation avec Chloé, peut-être plus dans le Tarn. Voilà, à voir. Excellent. On en reviendra parce que nous, on s'est rencontrés dans la vallée de la Roya et donc on en est très proches là. Ça serait sympa de revenir dessus et d'apporter un peu de belles histoires autour de cette vallée qui a souffert il y a peu de temps. Chloé, à Nice aussi? Alors, moi, je suis donc née dans la région et j'ai grandi à Paris, donc je suis quand même très, très urbaine aussi. Et puis, je suis revenue m'installer dans la région quand j'avais 19 ans. D'accord. Voilà. Et je me suis tout de suite beaucoup intéressée quand même au jardinage, etc. J'ai tout de suite jardiné. Mais j'y connaissais rien du tout à l'époque, donc voilà, naturellement. J'ai eu pas mal d'écueils quand même. Sans avoir un passé avec ta famille, d'agriculture? Non, il n'y a pas du tout de passé d'agriculture dans ma famille. Mes parents sont absolument pas jardiniers.
j'ai des grands-parents d'un côté qui jardinaient, mais pour leur plaisir, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Mais sinon, oui, non, Alors, n'hésitez pas, on va parler de permaculture dès maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le live Facebook. Appelez Jean-Luc, lui envoyer un SMS, un mail, un pigeon voyageur. Voilà, exactement. Je rappelle qu'on est diffusé sur le 96.6 FM, le 3wfmradio.fr et puis bien sûr en direct Facebook. Donc vous pouvez poser des questions si la permaculture vous interroge. D'ailleurs, elle m'interroge aussi à moi et j'ai des questions de prévues. Super. Un mot permaculture qu'on entend beaucoup. J'ai le sentiment qu'on l'entend beaucoup, comme Montessori dans l'éducation. Un mot qui est peut-être galvaudé du coup, qui est marketé des fois. Et qui du coup n'est peut-être pas compris par tous, ou alors est très réduit, ou peut-être avec une pensée réductrice. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire la permaculture? C'est vrai que souvent on pense que la permaculture c'est une technique de jardinage où on associe des plantes entre elles, on fait des buttes, on met de la paille sur de la terre, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus large que ça. C'est presque un projet de société, j'ai envie de dire, parce qu'on essaye de prendre en compte tous les aspects finalement de la société et de les transformer vers un mode de vie beaucoup plus soutenable. Alors ça, c'est une chose, mais je dirais que la permaculture, c'est avant tout un système éthique de conception. Donc c'est beaucoup le design, la conception de systèmes durables. Donc de systèmes durables, ça veut dire c'est pas uniquement agricole, c'est pas uniquement potager, c'est prendre en compte tous les aspects d'un terrain ou d'un mode de vie en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Et à l'origine, c'était un mot valise en fait qui réunit le mot permanent et agriculture. Donc Okay. permanent agriculture, ça vient d'Australie, la permaculture. Donc le terme est vraiment sorti à la fin des années 70 par Bill Mollison et David Holmgren, qui sont vraiment les pères fondateurs de la permaculture. Et ils se sont rapidement rendus compte qu'on ne pouvait pas uniquement faire évoluer notre société en s'attelant uniquement à l'agriculture, au modèle agricole. Il fallait prendre en compte plein d'autres sujets, en fait. D'accord. Voilà. Donc, on parle de la fleur de la permaculture où on a, par exemple, le soin à la nature et à la terre, l'habitat, l'éducation, la santé, voilà. C'est vraiment un modèle de société. On peut dire que c'est une manière de transformer notre société vers un mode de vie soutenable et surtout, voilà, ça nous invite à nous questionner, nous, en tant que citoyens, et à faire en sorte de répondre en fait aux besoins de l'humain sans endommager notre planète, et voire même en la régénérant. Parce qu'on n'est plus... On ne parle pas vraiment de durabilité en permaculture, on parle plutôt de régénération, de régénérer l'écosystème qui est complètement dégradé aujourd'hui. Ok. Ouais. J'ai en tête une discussion avec Fabien Cambi, qui est acteur de ces sujets et qui lui est passionné de permaculture humaine. En tout cas, il parle beaucoup de permaculture humaine. Oui. Comment tu pourrais nous donner un exemple de quelqu'un qui est dans un appartement en ville, qui n'a pas de jardin, qui ne fait pas de jardinage, mais qui peut mettre en œuvre de la permaculture? Ça serait quoi si ce n'est pas du jardinage? Eh bien, ce serait d'observer ses besoins réels, déjà. Quels sont ses besoins? Quelles sont ses compétences aussi? Qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire dans sa vie? Parce qu'en fait, ça passe vraiment par ça, je trouve. Nous, on a suivi avec Chloé un stage de permaculture humaine avec Bernard Alonso qui s'attelle vraiment à ça, plus qu'au design et à la technique, à des techniques agricoles, etc. Et on se questionne beaucoup sur le rôle qu'on peut avoir dans notre vie, et l'idée d'être aussi épanoui et d'aimer ce qu'on fait dans la vie. Parce que quand on observe la nature, chaque espèce a son rôle, a sa niche écologique. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est censé avoir quelque chose d'inné aussi en nous qu'on devrait écouter. Ouais. Donc je dirais que ça passe vraiment par ça. Après, il y a tout ce qui est lié à la consommation, consommation énergétique, zéro déchet, voilà, nos choix vraiment au quotidien. Une forme de sobriété qui permet justement d'aller vers la régénération. Oui, c'est pas facile, hein. C'est sûr que
on peut aussi se dire que tout ça est vain parce qu'on est dans une planète qui va mal et un et modèle différent. on est un petit peu voué à être des consommateurs, mais justement, c'est peut-être aussi de devenir plutôt des producteurs aussi. Ouais. Pas uniquement de légumes, mais ça peut être savoir réparer quelque chose, faire quelque chose de ses mains, partager des ressources, voilà, ça peut être ce genre de choses. Super. Et toi, Chloé, du coup, dans ce côté permaculture très large, on a parlé de la fleur permaculturelle, tu as une passion pour le jardinage. Donc ça, c'est ce que globalement les gens connaissent de la permaculture, le jardinage. Mais alors, c'est quoi comme forme de jardinage, la permaculture ? C'est-à-dire qu'on va respecter certains principes comme de diversifier les espèces, également de densifier. Et puis on va porter une attention particulière au sol. Ok. Au sol, on va tenter d'aggrader le sol. Donc on a différentes techniques pour ça. Aggrader, ça veut dire... Aggrader, ça veut dire en quelque sorte améliorer, mais dans la durée. Il y a l'inverse de dégrader, quoi. C'est l'inverse de dégrader, aggrader. Tout à fait. Donc Ouais. c'est dans l'idée, on va cultiver, pour pas employer le terme exploiter, mais on va faire en sorte que les terres qui vont nous nourrir soient aussi régénérées du coup et puissent profiter de ces cultures. Bien sûr, oui. Et ça, c'est complètement différent d'un jardinage classique. Oui, c'est quand même très différent d'un jardinage classique, oui. D'accord. Par exemple, on va toujours couvrir le sol. Ouais. Donc la permaculture s'inspire toujours des écosystèmes naturels. D'accord. Donc on peut observer dans la nature que le sol est toujours couvert, Ouais. soit par une litière de feuilles en forêt, soit par de la prairie ailleurs. Et donc les champs qu'on voit avec la terre nue et les plantations, ça c'est quelque chose qui est pas bon pour le sol. C'est quelque chose qui est pas bon pour le sol. C'est un système qui a été mis en place à l'après-guerre et tout ça et qui répondait aux besoins de l'époque. Ouais. Enfin, qui répondait en tout cas aux... Qui a décidé que c'était... qui a l'époque. décidé que c'était mieux couvert que pas couvert ? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi on... Alors, personne n'a décidé, mais par contre, on peut l'observer très simplement. Et aujourd'hui, il y a un consensus scientifique. D'accord. Je pense que ça fait complètement consensus dans le monde scientifique. Naturellement, on trouve pas de sol à nu. Non. Ça n'existe pas. C'est vraiment c'est l'homme. Ou alors c'est qu'il est désertique ou très érodé, c'est-à-dire qu'il est, il est quasiment mort en fait. Ouais. Voilà. Okay. Donc en fait, il y a une vraie dans la permaculture, il y a une vraie notion d'observation. Oui. Complètement, ouais. Oui, c'est vraiment la base de l'enseignement, c'est d'observer et de redevenir des observateurs du vivant. Et c'est vrai moi, je m'en suis vraiment rendu compte que déjà en vivant en ville, on remarque pas vraiment les plantes qu'il y a autour de nous. Enfin, c'est pas forcément inné en fait. C'est un peu décoratif et on se rend pas compte ce que c'est qu'une plante, comment elle fonctionne, dans quoi elle pousse, etc. Et l'observation nous apporte beaucoup de clés petit à petit et à force d'observer, Et puis c'est ça, on peut vraiment utiliser la permaculture à différents niveaux, quoi. Au niveau, déjà, on peut designer sa propre vie, quoi. Ça commence quelque part par là. Et puis, on pourrait aussi designer une grosse ville ou un pays, en fait. Donc, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser comme ça à différentes échelles. Et donc, cette observation, c'est la base. Enfin, la base, c'est déjà d'observer nos propres fonctionnements, quelque part. D'accord. Donc, quand tu parles de design, si moi, demain, j'ai un petit bout de terrain ou j'achète un bout de terrain, le design, ça serait observer ce terrain et décider par le design ce que je vais en faire, c'est ça ? Où est-ce que je vais mettre les choses ? Comment ? En m'inspirant de certains concepts de permaculture ? C'est ça. D'accord. Il y a un processus comme ça. Ça me fait drôle ce mot design avec permaculture. Permaculture, pour moi, j'ai l'impression c'est ma vision des choses, qu'on revient au mode archaïque, on va dire, un petit peu en arrière, et on parle de design. C'est moderne le design pour moi. Ouais, c'est moderne et ça peut être. Comment on peut imaginer ça ? Si demain j'ai 1000 mètres carrés de terrain et que je veux faire du design sur ce terrain. Comment tu peux expliquer ce que c'est en fait concrètement ? Comment vous pouvez expliquer ça ? Qu'est-ce que serait un design sur un terrain de 1000 mètres carrés pour quelqu'un qui n'a pas du tout connaissance de ces sujets ? Le design, on pourrait le traduire par conception, aménagement, planification et organisation.
Vraiment, oui, c'est un mot anglophone parce que la permaculture, encore une fois, elle est à l'origine anglophone. Enfin, les pères de la permaculture parlaient anglais, donc c'est un terme qu'on utilise aussi ici. Et il y a aussi une notion quand même d'esthétisme, d'essayer de rendre un lieu harmonieux aussi. Donc, comment on fait sur un terrain de 1000 m²? Eh bien, on va observer, noter tout ce qui est facteur limitant, tout ce qui est interface et tout ce qui est ressources aussi. Facteur limitant, ça pourrait être l'accès, ça pourrait être... Alors, ça peut être finalement plutôt des vents dominants, par exemple, ou une pente importante qui fait qu'il y a une érosion. Ouais. Et donc, C'est bien d'expliquer parce que là, elle a parlé tout à l'heure, les deux mots qu'elle vient de dire, même interface, je vois pas ce que ça peut être dans la... Pas de souci, on va... eh ben, je vais l'expliquer, oui, c'est avec grand plaisir. Interface, c'est finalement deux milieux qui se rencontrent. Et sur un terrain, souvent, on va peut-être laisser de côté tout ce qui est bordure, les clôtures, etc. Alors que c'est des éléments très importants. C'est un lien entre votre terrain et celui des autres. Ouais. Et il y a une interface, il y a une relation. En permaculture, les relations sont plus importantes que les éléments eux-mêmes. Et c'est très important de ne pas se sentir... notre terrain est un îlot isolé du reste. Ouais. On est en interrelation avec tout le reste. Et c'est très important de le prendre en considération. D'accord. C'est le contexte du lieu, quoi. Très bien. Il y a des concepts. Je me rappelle avoir entendu... alors, quand on parle de design, Jean-Luc aussi, par exemple, si sur ce terrain de 1000 m², tu veux installer des poules, un poulailler, où est-ce que tu l'installes pour qu'il soit facilement accessible? Parce que c'est un endroit où tu vas te rendre tous les jours. Donc, si tu le mets tout en bas de ton terrain, c'est peut-être pas une bonne idée dans le design. C'est des choses comme ça aussi. Hein. C'est des choses très concrètes, très simples. C'est l'idée que tout soit très pratique, en fait. Si tu as une rivière, comment tu vas installer près pour que l'eau puisse irriguer le terrain? Des choses comme ça. Ça, c'est le design. Parce qu'il y a des gens qui sont... Excuse-moi, mais qui sont... Non, mais je veux dire qui sont bêtes pour pas savoir où on va mettre un poulailler. Ce que tu viens de dire en bas du terrain. Je fais l'auditeur naïf, mais bon, ça me semble logique. Ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui sont pas logiques, donc en fin de compte. Je sais pas si c'est logique. Moi, j'ai des poules aujourd'hui. J'ai un poulailler. Il est par contrainte, il est à 200 mètres de chez moi. C'est un vrai problème. Et parce que 200 mètres, ça paraît, quand j'installe mon poulailler, je me dis c'est super facile. D'accord. Mais en fait, c'est hyper complexe tous les jours de soit de prendre la voiture, le vélo pour aller à 200 mètres parce que les contraintes géographiques font que je suis obligé de faire cette chose-là. Et il pourrait être facile sur un terrain de 1000 m², si les restangs sont plus plates à un endroit, de se dire c'est là que je vais mettre mon poulailler parce que c'est là que c'est facile. Mais en fait, ça sera compliqué dans le temps parce qu'il faudra descendre des restangs pour aller donner à manger. C'est un exemple très bête, les poules. Hein. Mais il y a aussi le sujet de l'eau, de la rivière, de l'accès. Mais l'idée, j'ai envie de dire que c'est de relier le poulailler à d'autres éléments de ton terrain. D'accord. C'est surtout ça, en fait, qui est intéressant, c'est que les poules ont des besoins et ont des produits. Elles vont produire que ce soit des œufs, du fumier, de la chaleur. Et tout ça, l'idée, c'est de prendre conscience de ces produits-là et qu'ils puissent servir aux besoins d'un autre élément. Okay. Et donc, de mettre en relation ton poulailler avec ton potager, une serre pour... par exemple, les poules pourraient dormir dans une serre et la journée, elles sortent dans un coin du jardin. Mais le soir, elles chauffent la serre, en quelque sorte. Donc, dire j'ai des poules pour faire des œufs, c'est pas du tout un concept de permaculture. Ça serait j'ai des poules, elles me font des œufs, mais par contre, elles fournissent... il y a effectivement des fientes, et ça peut faire... du compost, et ça peut être utilisé dans un autre domaine, et donc il y a tout l'écosystème qu'on prend en compte. D'accord. C'est ça. Le désir peut être les œufs, mais après, elles vont apporter d'autres choses, quoi, en tout cas. Ouais, c'est très clair. Elles vont apporter d'autres produits, donc il va falloir arriver à analyser quels produits. Et juste, je rajoute que l'idée aussi d'un design, c'est de limiter le gaspillage des ressources, mais c'est aussi les ressources en temps et en énergie de nous en tant qu'êtres humains qui va devoir gérer les poules. Et donc, comment faire en sorte qu'elles soient placées à un endroit qui soit vraiment fonctionnel pour nous, qui nous permette quand on va chercher les œufs, ça nous permet de passer dans notre potager et de vérifier si tout va bien ou de récolter notre salade. Voilà, c'est vraiment réfléchir de cette manière-là. Alors moi, quand j'ai fait un stage avec toi, Jade, il y a une phrase autour de ça, c'était qu'un élément devait remplir plusieurs fonctions, c'est ça? Oui. Et c'est un truc qui me sert maintenant tous les jours dans toutes mes activités.
Super. De me dire un élément remplit plusieurs fonctions, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans tout ce qu'on fait dans la journée, hein, aussi bien avec sa voiture, à la maison, avec son téléphone, avec une gourde, Complètement. Ouais. et donc ça rejoint un peu cette idée sur le poulailler. Ok, Et après, il y a, oui, et chaque élément, et chaque fonction doit être assurée par plusieurs éléments Oui. aussi. Hmm. C'est le C'est- principe, il est dans les deux sens. Ouais. Tu donnerais quoi comme exemple concret? Comme exemple concret, par exemple l'eau, Ouais. on a l'eau, généralement on a l'eau des villes, hein, Ouais. nous en France, et ça serait d'avoir un stockage d'eau par exemple. Ok, d'accord. Donc, Si on- La fonction d'irriguer le jardin devrait être supportée par l'eau de la ville, mais aussi de la récupération d'eau de pluie, du stockage de l'eau de ruissellement sur le terrain. Voilà, en fait, c'est comme ça qu'on crée des écosystèmes plus résilients, que s'il y a un élément qui capote, l'écosystème fonctionne toujours. Ouais. Et ça, c'est le principe de l'écosystème. C'est que tout est interrelié et donc un écosystème, après une perturbation, il arrive à se réorganiser en principe. Ouais. Donc, En fait, l'idée, compte, c'est on n'a de- rien inventé. Je veux dire, on revient à comment fonctionnaient les anciens, quoi. Les anciens récupéraient nature, l'eau, même. la nature. Je veux dire, Bien sûr. c'est un retour en arrière. C'est- Sur beaucoup d'éléments, je parlais un retour. Attention, hein, c'est pas Oui, péjoratif ce que je dis, hein, un retour. Sur beaucoup d'éléments, on se sert de ce que faisaient nos anciens dans le passé pour pouvoir avoir cette résilience, comme tu dis, s'il y a un souci. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, on s'est tellement habitué à avoir tous ces modes de consommation de facilité, que ce soit tant au niveau électrique, au niveau de l'eau, tout ça, que le jour où il manque, dès qu'il y a quelque chose qui s'arrête, on l'a vu lors de la catastrophe qu'il vient d'y avoir dans la vallée de la Roya, la tempête Alex, où ils se sont retrouvés sans eau, sans électricité, et ça a duré 48 heures. Attention, c'était pas facile pour eux, mais on a l'impression que c'était la fin du monde. Alors que certainement, il y a certains anciens qui fonctionnaient dans ce mode de vie, de permaculture et de tout ce qui va avec, et qui ont certainement moins souffert que les plus jeunes, on va dire. Et je vous partage une anecdote là-dessus. Donc on a eu, Jade, je pense que tu as vu ce mail-là, enfin, ça devait être dans des échanges en commun. On n'a pas de nouvelles de certaines personnes qu'on connaît dans la vallée de l'Oroya juste après les événements. Et puis quelques jours après, ces personnes nous donnent des nouvelles via un mail. Et c'est des gens qui sont déjà dans ce concept-là, dans ce travail de la terre, dans le côté permaculture, résilience, sobriété. Et quand ils nous donnent des nouvelles parce qu'ils retrouvent la connexion Internet, ils nous disent que tout va bien, qu'ils avaient des panneaux photovoltaïques pour l'électricité, qu'ils avaient déjà fait des bocaux pour tenir l'hiver avec leurs légumes et leurs fruits, donc il y avait de la nourriture sans problème pour passer l'hiver, et qu'ils étaient contents de retrouver Internet et pour donner des nouvelles, mais que tout allait bien, tout s'était bien passé. Donc il y a au-delà d'un retour en arrière, c'est peut-être une force. En ne mettant pas le logiciel à jour, des fois, tu t'en sors, quoi. À vouloir de vivre à tout le temps à 2.0. C'est une force. C'est une force d'avoir un aveu de faiblesse ou de se dire que peut-être que l'innovation et la technologie nous a peut-être pas apporté tant que ça et nous apportera pas tant que ça, ou peut-être moins que Ça dépend les éléments. Ça dépend dans notre capacité à nous réapproprier l'observation, regarder la nature, comment elle fonctionne, écouter nos anciens, mais encore plus passer du temps dans la forêt et se dire que on a beaucoup de choses à apprendre et on s'est coupé du vivant. On fait en Mais sorte j'ai de se l'impression couper que du c'est réalisable ce que vous dites à petite échelle. Pas forcément. Non. Tiens, tu vois, je prends l'exemple de Moinsartou pour la nourriture. C'est une commune avec 15 000 habitants. Ils sont autonomes à 85% en fruits et légumes pour nourrir toutes les cantines, les EHPAD, le CCAS de la ville, par exemple. Oui, mais c'est encore à petite échelle Ah pour oui, mais moi, non ? plusieurs petites échelles, ça fait une grande échelle. C'est exactement la légende du colibri. D'accord. Non, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, c'est sûr que en permaculture, il y a un principe aussi de commencer petit, à petite échelle et avec patience. Et l'idée, c'est aussi de faire ce qu'on peut à notre échelle. Voilà, il y a ça qui est important. Après, à grande échelle, en effet, l'humanité, elle ça pourrait peut pas être vivre comme ça. Eh bien, je pense qu'on va devoir y venir, en fait, c'est une certitude petit qu'on à pourrait petit, vivre. parce qu'on va faire face, enfin, c'est pas pour être pessimiste, mais on fait face à un effondrement. On est complètement dépendant du pétrole pour nos vies et d'autres énergies, d'autres ressources. Et donc, à un moment donné, pour moi, c'est pas un retour en arrière. Tu as parlé de modernité et en même temps de retour en arrière. Et la permaculture, c'est un peu ce mélange-là de technologie et en même temps des savoirs ancestraux.
Et l'idée, ça ne veut pas dire de renier l'un ou l'autre, mais peut-être d'utiliser les deux pour construire un avenir plus résilient, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a du travail. Donc, Alors moi, je suis toujours admiratif, Sébastien, de ce que tu es en train de parler ce soir. Mais j'ai toujours ce côté de question de me dire, oui, mais à grande échelle, je me dis comment l'humanité peut vivre de cette manière-là, puisque toute cette évolution qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui a effacé cette manière de vivre, puisque ça suffisait pas, j'ai l'impression. La preuve que non. La preuve que non, parce qu'ici, il y a des jeunes autour de la table. Et il n'y a pas besoin de grande échelle. De plein de choses. On sait aujourd'hui que la résilience, ça sera à l'échelle d'une commune, d'un village, d'une communauté d'agglomération. Donc il n'y a pas besoin de grande échelle. Il n'y a pas besoin de se dire qu'on doit forcément globaliser, mondialiser. On peut s'imaginer demain se réapproprier sur des plus petites échelles des choses et puis avoir plus de résilience, plus d'autonomie. Mais dans plein de domaines, c'est possible. Je pense que là-dessus, ça serait difficile de contredire ça. Je suis pas contre, je suis toujours interrogatif. Il y a vraiment l'idée qu'on vit sur notre territoire et qu'on doit partir. Près du micro, Chloé. Pardon. Il y a vraiment cette idée qu'on vit sur un territoire. On vit pas. On vit sur le monde, mais dans ce monde-là, on vit sur un territoire qui est quand même réduit. Donc une tête d'épingle sur la globalité de la planète. Et en tout cas, ce qu'on peut faire, on peut le faire sur notre territoire. En tout cas, le commun des mortels, il peut agir qu'à l'échelle de son territoire. Et une petite action peut avoir un impact assez important. Et j'ai envie de dire que la permaculture, c'est un mouvement mondial. C'est vraiment quelque chose qui est international. Et il y a plein d'alternatives qui se montent petit à petit et qui sont qui utilisent cette permaculture comme une boîte à outils pour développer des petits écosystèmes durables. Qui sont reliés, ces écosystèmes, il y a des gens qui s'y intéressent, qui rejoignent et qui apprennent des choses. Et c'est comme ça qu'on transmet. Ça se fait petit à petit. Après, c'est sûr, ce serait génial que globalement, on arrive à vraiment un mode de vie soutenable pour tous. Voilà, mais ça se fait petit à petit, mais à partir au bout d'un moment, si admettons, je sais pas moi, 40% de la population se mettait à être dans cette démarche, on verrait une sorte d'emballement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les choses s'accéléreraient, Ouais, bien sûr. C'est en train de bouger, de façon presque exponentielle, quoi. Voilà. Mais ça bouge lentement. Ça bouge. Enfin, moi, j'ai découvert la permaculture il y a 10 ans. Et à chaque fois que j'en parlais, tu étais bébé. On me disait, j'ai 32 ans quasi, on dirait pas. Mais il y a 10 ans, on me disait, mais c'est quoi la permaculture ? Et en fait, 10 ans après, tout le monde sait un petit peu ce que c'est. Tout le monde recherche à... Enfin, tout le monde. J'aime pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui réalise que c'est important de manger des produits qui n'ont pas reçu de pesticides, de soutenir les agriculteurs locaux, de gérer mieux ses ressources énergétiques dans son habitat, etc. Donc on y vient quand même. Non, mais c'est une certitude. Et c'est un signal faible qui est des fois positif ou négatif. C'est que si permaculture, c'est un mot qu'on entend partout, qui est marketé, c'est que les gens s'intéressent à ces sujets de retour à la nature, d'écosystèmes, d'impact positif local. Donc, et du coup, ça vient à ça, vos motivations profondes. Comment, à 20 ans, 22 ans, en venant d'un centre-ville, en ayant passé du temps à Paris, on a ce fort besoin de se reconnecter, de se connecter à la nature et d'aller encore plus loin pour partager ses convictions au plus grand nombre. Comment on en arrive là ? Comment vous en êtes arrivé là ? Alors moi, j'en suis arrivée là vraiment par le jardinage, en fait. J'ai découvert à 20 ans, je commençais à jardiner, ou à 19 ans, et j'ai découvert que j'avais beaucoup de plaisir à jardiner. Et donc j'entendais beaucoup parler de la permaculture dans la fin des années 2000. Et puis en fait, j'ai commencé vraiment à me renseigner un peu plus. Et puis je me suis aperçue que ça correspondait bien à mes valeurs. Ça correspondait. Il y a pas mal de principes que j'appliquais déjà en fait instinctivement. C'est pas comme on disait, ces principes-là, ils sont aussi, d'instinct. Il y en a qui nous parlent, quoi, en tout cas. Et tout ce qui est pesticides, tout ça, c'est des choses qu'on n'utilise pas dans ce mode de jardinage.
Oui, non, c'est des choses qu'on n'utilise pas. Donc voilà, moi je connaissais pas encore la permaculture, mais je me refusais déjà à utiliser ces produits-là. De toute façon, c'était... voilà, j'étais sensibilisée à l'écologie très jeune, ça m'a tout de suite... Pour le sol et pour soi, du coup. Oui, Ok. oui. Et donc voilà, c'est tout de suite des valeurs qui m'ont parlé. Donc de toute façon, je comptais pas mettre de produits. Je faisais les jardins pour des particuliers. J'étais jardinier quoi pendant 6-8 ans. Ouais. Et donc voilà, donc j'utilisais déjà pas ces produits-là. D'accord. Et du coup, tu as appris, tu as cette expérience qui permet aujourd'hui de te passer de certains engrais, intrants, pesticides, ou alors avec une vision différente. Alors oui, moi je m'en passe. Après, je pense que pour les grandes cultures, c'est peut-être là où c'est encore... Complexe. Voilà, c'est là où c'est le plus complexe, je pense. Parce que c'est des grandes surfaces et que ces systèmes-là fonctionnent maintenant depuis 40 ou 50 ans. Les sols, en général, en grande culture, sont vraiment très dégradés. Ouais. Donc il y a ça aussi qui joue. Ouais. Donc voilà, enfin c'est là où je crois où on a le plus de mal à s'en passer pour l'instant. Ouais, au niveau global, je veux dire. Ouais. Ils sont presque sous perfusion avec des produits qui les abîment encore plus, mais qui les tiennent un tout petit peu en vie pour avoir du rendement. Ouais, c'est ça. Et puis c'est tout un système à revoir, quoi, parce que ça va avec les variétés. Enfin, c'est vraiment tout un système à revoir. Mais bon, après, il y a l'agriculture de conservation des sols. Il y a des mouvements aussi. Ça bouge, j'entends parler beaucoup d'agroécologie mais eux, ils utilisent aussi. quand même souvent des herbicides. Ou alors, en gros, en résumé, oui, soit ils ne travaillent pas du tout le sol, mais ils utilisent quand même des herbicides pour tuer l'herbe. Et soit ils travaillent quand même un petit peu le sol, au moins un petit peu, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, ils arrivent à ne pas utiliser de produits. Parce que l'enjeu, c'est aussi nos sols, quand on les touche pas, en fait, quand on les cultive sans les travailler, je parle pas de labour, je parle de pas du tout les travailler, même pas griffer, tout ça. En fait, on peut stocker du carbone. Enfin, si on faisait ça à une échelle globale, ça améliorerait grandement aussi le problème des gaz à effet de serre, quoi, parce qu'on peut stocker énormément de ces gaz à effet de serre, de carbone et des autres gaz à effet de serre, méthane, dioxyde, dans nos sols, en fait, dans nos sols cultivés. Au travers du jardin. Là, au travers de l'agriculture, mais du jardin aussi. C'est pas qu'une histoire d'arbres, en fait. La captation de carbone par la nature. C'est pas qu'une histoire, non. C'est aussi beaucoup une histoire d'agriculture. Ok, Jade. Parfois moins. Jade, comment t'es arrivée là, toi ? Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mais moi, j'en suis arrivée là parce que j'ai des parents qui ont grandi en Afrique. Et donc, j'ai eu la chance d'y aller quand j'étais petite. J'avais 8 ans, je crois, quand je suis allée au Kenya. Puis après, voilà, j'ai fait d'autres pays. Et en fait, je me suis rapidement... Quand je suis revenue dans mon école, je me suis dit, c'est dingue le décalage qu'il y a entre ces pays là-bas et chez nous. Ouais. Il y a vraiment une prise de conscience inconsciente peut-être. Et en fait, j'ai toujours voulu travailler dans l'humanitaire. Ouais. Donc, je me suis dit que j'allais être institutrice pour travailler en Afrique. Et puis, je suis allée au Togo pendant ma licence pour enseigner dans une école. Okay. Avec une ONG de là-bas. Et à ce moment-là, je lisais un livre de Jean Ziegler, qui était rapporteur au droit à l'alimentation aux Nations Unies. Et c'était un livre qui m'a vraiment bouleversée, parce que pour lui, voilà, il explique qu'un quelqu'un qui meurt de faim aujourd'hui, c'est pas une fatalité, c'est vraiment le système actuel qui ne partagent pas suffisamment les ressources, parce qu'on produit suffisamment aujourd'hui pour nourrir plus que les 7,5 milliards d'êtres humains qu'on est. D'accord. Donc il y a vraiment un problème de partage et de système qui tourne pas rond, en fait, et qui détruit vraiment la planète, concrètement, qui épuise les ressources, en fait. Il y a beaucoup de gâchis. Et du coup, je me suis désorientée de ce parcours-là, et je suis partie en Belgique pour me rapprocher du milieu de la campagne. En fait, j'étais en Wallonie, j'étais fille au père, et là, donc j'ai commencé à faire un premier potager bio. Et j'étais dans une famille assez écolo pour l'époque, c'était donc en 2010. Et on a reçu un woofer. Donc un woofer, c'est un bénévole pour les maraîchers, pour les fermes bio. Et c'est lui qui m'a parlé de permaculture la première fois.
Et quand je suis allée voir la définition sur Wikipédia, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je cherchais. Ça me parle beaucoup. Très clair. Voilà. Et du coup, après, j'ai suivi mon premier cours certifié de permaculture avec Steve Reed en 2011. Et après, il s'en est suivi tous ces voyages. Je suis partie en Inde 3 mois. Après, j'ai passé 1 an au Portugal sur des fermes en woofing, justement. D'accord. Où j'ai pu vraiment mettre en pratique plein de choses que j'avais apprises. Et je suis repartie en Inde aider à développer un projet dans un village. Et puis, je suis revenue en 2014 sur mon territoire natal. Et là, j'ai rencontré plein d'associations qui commençaient à émerger sur Nice et les alentours. Et c'est comme ça que je me suis connectée à la toile associative aussi du coin. Super intéressant. Donc, de tout ça, il naît une association qui s'appelle Permacultive. Et c'est un peu c'est un peu pour ça que vous êtes là ce soir. Comment vous êtes toutes les deux chez Permacultive, hein, vous êtes à l'origine de cette association. Comment vous vous connectez? Comment vous vous rencontrez? Paris, Kenya, Nice Alors, on s'est rencontrés en Inde. D'accord. Donc, Jade y était, elle vient un petit peu de vous en parler. En 2012, non, je crois. En 2014. Ah voilà, 2014. Moi, en fait, j'ai travaillé 2 ans pour un jardin de cocagne là à Vence. Donc, c'était un chantier d'insertion par le maraîchage bio. Donc, on avait des personnes en difficulté et on cultivait des légumes bio, tout ça. Jardin de cocagne, c'est un réseau en France, quoi. C'est un réseau, il y a une centaine de jardins de cocagne en France. La réinsertion par le jardinage C'est ça, par le maraîchage bio. Vraiment, on vendait les légumes sur le marché à des adhérents sous forme de panier. Et donc voilà, donc j'ai arrêté de travailler là-bas et ensuite j'ai décidé de partir en Inde. Je voulais faire un voyage et je voulais aussi suivre un cours de permaculture. Donc je me suis renseignée et je suis tombée sur ce cours de permaculture avec Bernard Alonso qui se trouvait à Auroville. Et donc Jade faisait partie des assistantes. Excellent. Voilà, ils étaient une petite équipe aussi d'assistants qui... Vous étiez déjà du coup toutes les deux sur la région, sur la Côte d'Azur. Ouais, et on se connaissait pas. Et vous connaissiez pas. On se connaissait pas, on s'est vraiment rencontrés là-bas, quoi. D'accord. On se connaissait par contre. Et c'est même plutôt vers la fin du stage, on a réalisé qu'on était vraiment du même coin et que vos parents que la mère de Jade connaissait mon père. C'était amusant. Ouais. Donc de belles connexions, il se passe pas mal de choses et naît Permacultive. Donc il se passe après quelques années où Jade rencontre cette toile associative niçoise. Et moi, pendant ce temps-là, je suis un parcours à l'installation agricole. Donc, j'essaye vraiment de m'installer avec un projet de pépinière et de poules pondeuses. Et j'ai beaucoup de mal à trouver du terrain dans la région parce que c'est très cher et très, très compliqué de trouver du terrain en tout cas, si on ne veut pas trop s'éloigner dans la montagne, dans le département. Donc suite à tout ce... Après, j'ai travaillé pour un autre maraîcher à Saint-Janet. Et Jade est venue me trouver, quoi, un automne 2017. 17, ouais. Pour me dire, Chloé, tu voudrais pas qu'on organise un CCP, un cours certifié de permaculture, tout ça. Et donc j'ai dit oui. J'étais plutôt emballée. J'étais très, très contente qu'elle vienne me trouver avec ce projet parce que ça m'a tout de suite bien emballée. D'accord. Du coup, tu parlais de CCP. Donc, Permacultive, c'est une association qui a vocation à faire émerger la permaculture sur la Côte d'Azur aujourd'hui. C'est ça. L'idée, vraiment, pour moi, je me disais, c'est fou qu'on n'ait pas de formation en permaculture, il n'y ait pas de CCP, qui est quand même le cours de base quand on veut démarrer. Et c'est vrai qu'avec Chloé, on connaissait Andy et Jessie Darlington, qui sont des pionniers de la permaculture en France. Ouais. On avait suivi des stages avec eux. Et puis, il se trouve que Chloé, elle habitait à la Séguinière, qui est un lieu à la Gaude qui permet d'accueillir du public. Et voilà, moi, je me suis dit, c'est le truc idéal. On va organiser un stage et puis on verra bien ce qui se passera. Mais l'objet de l'association, c'était vraiment de diffuser les outils de conception, les éthiques, les principes de la permaculture dans les Alpes-Maritimes. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, comme moi, je j'œuvrais déjà dans la permaculture avant, j'ai été sollicitée par
différentes assos, institutions, donc notamment l'université Nice-Côte d'Azur, pour qui on travaille depuis 3 ans. On développe des jardins dans les campus universitaires. D'accord. Et avec l'association Permacultive. Toujours avec l'association, ouais. Donc voilà, petit à petit, on a développé pas mal de stages, dont le Permacamp auquel tu as participé. Ouais. J'ai refait un CCP avec Marlène Vissac cet été dans la Roya, justement. On a fait pas mal d'intros à la permaculture. Voilà, il y a eu plein d'actions. Et là, on est en train de faire les démarches pour être... Donc, on est vraiment organisme de formation depuis plus d'1 an, mais on est en train de faire les démarches pour que nos formations soient prises en charge et que ça permette à des gens qui ont envie de se former d'être soutenus financièrement aussi. D'accord. Et là, on travaille aussi avec Vivea pour organiser des formations à destination des porteurs de projets agricoles. Ok. Voilà. Ok. C'est assez intéressant parce que du coup, il y a de la formation certifiante, très professionnelle, et aussi des stages comme moi, j'ai eu l'occasion de faire avec vous, qui étaient, on peut peut-être pas parler de formation, mais plutôt, moi j'ai eu le sentiment de vivre une semaine de colonie de vacances pour adultes autour de la permaculture. C'est-à-dire que c'est assez incroyable, et si vous en refaites, j'espère qu'on pourra le diffuser largement. Une semaine pour comprendre la permaculture, pour faire plein de petits ateliers autour de choses autour de la nature. Hein. Il y avait une herboriste pour comprendre un peu le bienfait de certaines plantes, quelqu'un qui nous a fait faire de la saponification, le travail de savon. De l'éco-construction. De la permaculture, du design. Du on design. A fait... Il y avait des novices ou que des gens qui avaient l'habitude? Non, c'était surtout des novices. Des gens qui s'y intéressaient de loin et qui avaient envie de découvrir. Et c'est vrai que c'est un modèle de stage qui est très ouvert. Et il y a aussi tout l'aspect humain, de vie collective, de partage des tâches sur le camp et tout. Ouais, et puis beaucoup du coup d'échanges, ce côté permaculture humaine, de communication non violente. Vraiment un stage assez incroyable dans la vallée de la Roya, dans une ferme isolée, pour le coup. Site isolé. Dans un vallon à la à 7 km de piste. Ouais. Mais une fois qu'on y est, on profite bien. Ouais, et du coup, tu parles de quelqu'un qui avait peu de connaissances sur le sujet. Donc j'ai passé un stage assez incroyable avec une diversité incroyable, des gens qui venaient de tout horizon, avec certains aucune connaissance, d'autres beaucoup de connaissances. Et donc c'est ça qui est bien aussi, c'est de pouvoir arriver à relier aussi bien des professionnels déjà très engagés ou avec beaucoup de conviction, et des gens qui comme moi, voient sur Facebook un stage proche de la nature et qui veulent en savoir plus. Quoi. C'est ça, c'est pour moi le principe du permacamp, c'est de relier aussi des gens qui s'intéressent de loin et qui veulent s'initier avec des... En fait, les intervenants, ce sont beaucoup des amis, des gens que je connais, que je fréquente et qui ont des compétences et qui ont fait un cheminement dans leur vie et qui sont capables aussi de partager ce cheminement-là et d'apporter beaucoup aux personnes, aux participants. Alors du coup, on comprend que ça s'adresse à tout le monde. Quelqu'un comme moi qui n'a pas de jardin, quelqu'un qui a un jardin et qui veut changer ses méthodes de jardinage, quelqu'un qui veut juste s'intéresser à d'autres moyens de vivre en société, des professionnels déjà très engagés mais qui veulent changer. Alors, comment ils peuvent vous suivre? Comment ils peuvent savoir qu'est-ce que vous allez proposer dans le temps? On a un site internet, on a une page Facebook, on a Instagram depuis pas très longtemps. D'accord. Donc on actualise régulièrement notre page, notre site web. Là, c'est une période particulière où on n'a pas encore... on a quelques dates pour février pour des stages professionnels, mais au niveau introduction à la permaculture, on n'a pas posé de date parce qu'on a dû en annuler tellement l'année dernière avec le confinement. Et on a une newsletter, donc on peut aussi aller sur le site permacultive.org et on peut s'inscrire. Il y a une partie contact pour mettre son mail et vous êtes tenu informé régulièrement avec une newsletter. Et puis après, n'hésitez pas à nous contacter par mail directement, donc sur contact@permacultive.org. Et voilà. Et là, on peut aussi vous répondre directement. Et la page Facebook, elle s'appelle ? Association Permacultive. Ouais. Ok, d'accord, super. Là, tu parlais d'un stage en février pour des professionnels ? Oui, donc là, alors professionnel ou non, c'est à destination à la base des porteurs de projets agricoles.
Ok. Mais c'est ouvert à toute personne intéressée aussi par la permaculture. Mais il faut savoir qu'on sera sur une ferme, une micro-ferme, qui est inspirée de la permaculture, qui est à Seillan dans le Var. Donc ça y est, on va un peu plus loin que les Alpes-Maritimes. Et C'est à la limite. voilà, Ouais. ça Pas va, loin. ça va. Et c'est un stage avec Marlène Vissac, qui est diplômée de permaculture appliquée. Et donc, on a une première formation du 15 au 19 février sur concevoir son projet agricole avec la permaculture. D'accord. Donc, comment, en fait, utiliser les outils de la permaculture de conception pour designer son projet agricole, sa ferme. D'accord. Et juste après, du 22 au 24, on a une petite formation de 3 jours sur la place de l'arbre en agriculture. Ok. Mais du coup, c'est vraiment quels sont les soins à apporter aux arbres fruitiers, quels sont les modèles de conception aussi pour faire des nids de chaleur. Voilà, il y a plusieurs Ok. façons de planter des arbres, de créer des haies, etc. Ouais. Donc ça peut intéresser même des paysagistes. Enfin, on a des gens qui vont venir, qui sont dans ce domaine. Voilà. Il Donc, y a de plus en plus d'agriculteurs conventionnels qui replantent dans leur champ des arbres pour de l'ombre, c'est un peu aussi ce sujet, l'agroécologie. oui, on parle aussi d'agroforesterie. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, Chloé. Oui, disons que oui. C'est plusieurs mouvements, mais qui se rejoignent. Ouais. Qui se rejoignent. C'était En pas tout cas. naturel en France d'avoir des arbres dans les champs. Ah bah si, ça l'était beaucoup avec les bocages et les haies, c'est-à-dire qu'on a tout coupé avec le remembrement à l'après-guerre, mais sinon Ok. il y avait des haies partout. Pour le vent, pour avec des plein de petites, choses, ouais, c'est des vrai. petites parcelles, mais c'était parce qu'on a eu des tracteurs bien Ouais. plus gros et qu'il fallait pouvoir les faire passer, quoi. Et puis Ouais. c'était de la place. On considérait, je pense à l'époque, que c'était de la place perdue puisque l'objectif c'était le rendement, les quintaux de blé. Enfin, on était vraiment dans cette dynamique-là, mais bon, Alors voilà, que... c'était à l'après-guerre, quoi. Mais à l'époque, ils n'ont pas mesuré tous les dégâts, quoi, que ça ferait. Ouais. Et puis l'érosion des sols, à commencer par l'érosion des sols. Hein. Aujourd'hui, ça fait consensus, il n'y a pas de scepticisme par rapport à ces sujets-là. Est-ce que dans les études d'agriculture classique conventionnelle, on commence déjà à toucher du doigt ces sujets de permaculture, d'agroforesterie, Alors, un jeune qui fait ses études, qui a des parents, moi je viens d'Auvergne, mes copains étaient paysans et puis leurs parents étaient paysans, et est-ce que dans leur formation, leur BTS, ils évoquent ces sujets-là? Bon, ça dépend des profs, hein, clairement. Ok. Voilà. Mais pas tellement, en fait. L'agroécologie, oui, hein, parce que l'agroécologie, c'est aussi il y a une base très aussi scientifique. Et donc l'agroécologie, oui, ça, on en parle beaucoup dans les lycées agricoles et dans les formations pro et même à l'université. La permaculture et l'agroforesterie, oui, en général, ils n'en parlent pas comme ça, quoi. Voilà. Ok. Ça commence à venir. Mais justement, Marlène Vissac, elle enseigne dans un BPREA. Donc BPREA, c'est le brevet professionnel Responsable voilà, d'exploitation. responsable d'exploitation. Donc ça arrive dans certains lycées agricoles, ça commence. Mais Ok. Ça reste à la marge, quoi. Pour Oui. l'instant, c'est quand même à la marge. Mais si. Après, il y a des... puis après, il y a des lycées agricoles où ils ont des formations orientées différemment. Après, moi, je ne les connais pas toutes. Mais je sais qu'il y a aussi des BTS ou même des licences pro, biodynamie aussi. Ok. Voilà. Mais... On le disait, il y a un phénomène d'émergence de l'intérêt des jeunes, même des moins jeunes, sur la terre, l'envie de jardiner. D'ailleurs, pendant le confinement, les magasins de jardinage ont explosé leur chiffre d'affaires. On parlait de poules tout à l'heure, il n'y avait plus de poules disponibles nulle part pendant le confinement. Tout le monde voulait retrouver un peu d'autonomie, de résilience. Et du coup, est-ce que vous, à 20 ans, 22 ans, quand vous vous êtes engagé, vous aviez déjà conscience de l'effondrement de la biodiversité? On sait qu'on a perdu énormément de vivants sur les 40 dernières années. Est-ce que c'est une réponse à ça? Est-ce que c'était une manière pour vous de dire moi je vais m'engager, je vais essayer de faire ma part pour me dire que j'apporte des solutions à ça, ou c'était pas du tout le cas, c'était juste le besoin, Jade, Chloé, de vous rapprocher de la nature sans avoir conscience déjà de cet effondrement de biodiversité? Alors moi, j'ai encore 10 ans de plus que Jade, donc moi, mes 22 ans, c'est 2002. Ouais. Moi, j'avais déjà conscience de ça. Oui, Ok. bien sûr, j'avais déjà conscience de l'effondrement de la biodiversité. Oui, j'en avais déjà conscience. Ouais. Donc ça Et a aussi appuyé toutes tes les autres décisions problématiques écologiques, d'ailleurs. Ouais. Enfin,
Donc ça fait partie du tout qui fait que tu as voulu vraiment te rapprocher de la nature. Oui. Oui, Ok. oui, vraiment. Chloé. Oui, ben, Jade, pardon. moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec ce bouquin, ce voyage au Togo, Ouais. tout ça, j'ai pris une grosse claque, hein, comme tu vois, certains peuvent prendre. Et puis, j'aimais bien regarder des documentaires aussi qui expliquaient comment ça se passait. Ouais. Et c'était dur, hein, c'était vraiment, il y a eu des périodes, quand j'entends Pablo Servigne qui parle des étapes, quand on prend conscience, il y a ce moment de dépression, de déni. Et finalement, c'est ça qui m'a fait vouloir passer à l'action, en fait. Ouais. Tu vois, c'est vraiment de se dire, on est au pied du mur. Moi, à l'époque, je me rappelle, à 20 ans, je me disais, je ne ferai pas d'enfant dans ce monde-là, c'est pas possible, on est en train de tout bousiller. Alors maintenant, j'ai pris du recul sur tout ça, parce que l'idée, c'est pas de vivre dans cette dépression par rapport à ce qui se passe, mais c'est d'agir. Ouais. Et en fait, ça donne beaucoup d'énergie aussi de faire des choses qu'on aime, qui ont du sens, et de répondre aux besoins des gens. Comme tu dis, il y a des gens qui nous contactent pour concevoir leur jardin, les former. Voilà. Le petit impact, en fait. Ouais. Se concentrer sur son petit chez-soi, son petit écosystème, et pas forcément prendre à bras le corps tous les problèmes de la planète, parce que là, on tombe dans cette dépression. Oui, alors, c'est Qu'est-ce ça. que je fais à mon échelle ? C'est ça, et à son échelle, il y a déjà beaucoup à faire, et c'est retrouver une forme de pouvoir personnel, tu vois. C'est vrai que dans cette société, on peut très vite se sentir sans pouvoir d'action. Et il y a vraiment ce besoin de retrouver cette capacité-là, à se dire, on peut agir, on a envie d'être actif, et c'est très important de se relier aux autres, en fait. La permaculture, les stages de permaculture nous invitent à nous relier à toute une toile, un réseau, et ça fait vraiment du bien d'être parmi des gens qui conscients. Voilà, qui sont conscients de tout ça. Acteurs. Et qui sont acteurs, comme tu dis. Et du coup, alors Jean-Luc, je ne sais pas si tu savais, mais je crois que c'est un mot qui est très récent. Des gens qui passent par cette étape de un peu de dépression parce qu'ils voient que le monde s'effondre. Hein, malheureusement, en tout cas, la fin du monde, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, mais aujourd'hui, il y a des problèmes de résilience, comme tu dis, de dépendance au pétrole. Et les gens se retrouvent un peu déprimés en se disant, mais moi, je peux rien faire dans tout ça. Et il y a un mot qui existe, c'est solastalgie. Et la solastalgie désignerait l'anxiété, la dépression à cause du changement climatique et de la difficulté de s'approprier le sujet en disant je vais quand même pouvoir passer ça et tout ça. Ça prend plein de mots ce soir. Hein. Ouais, la solastalgie, c'est assez incroyable parce que la dépression et l'anxiété par rapport aux enjeux de climat devient un vrai phénomène de société, un vrai phénomène chez les jeunes. Donc c'est assez incroyable. Une anecdote à nous partager par rapport à vos stages, quelque chose qui vous a mis en joie, en énergie, où vous vous êtes dit ok, là c'est une réussite, on est dans le juste, on se fait du bien, on fait du bien aux autres. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager ? Moi je dirais le premier cours certifié qu'on a organisé avec Chloé, qui a démarré l'association en fait, hein. C'était vraiment une réussite. On avait plus de 30 participants et ils ont tous ils ont pris vraiment du plaisir, nous aussi, ça s'est hyper bien passé. Et là, on s'est dit, c'est bon, on arrive à fonctionner ensemble et on continue. Donc il y avait aussi le challenge de travailler ensemble. Et puis ce qui a été vraiment réjouissant, c'est aussi de voir que par la suite, ce groupe de 30 personnes, il y en a beaucoup qui sont restés liés, qui ont continué à garder du lien, à s'entraider, à aller chez les uns ou chez les autres. Ça fait partie de votre culture, je crois, pour mettre en œuvre des gens les comme ça projets. Moi, je suis encore en lien avec les gens avec qui j'ai fait mon stage. J'allais dire écolo. Cet été. C'est un mot que t'aimes pas trop que j'emploie, mais. Parce que pour moi, c'est un mot. En fait, l'écologie, c'est la science de la maison. C'est ça, la connaissance de la maison, étymologiquement parlant. Oui. Donc toi, tu fais de l'écologie quand tu maîtrises ton sujet de radio, que tu connais tes outils. Donc c'est un mot galvaudé, ça appartient à personne l'écologie. Je sais pas si je fais vraiment de l'écologie, mais bon. Si on se dit que éco c'est maison et logis, enfin c'est science c'est logis, science de la maison, science de. J'ai fait des efforts. Mais c'est ça, tout ça pour te dire que c'est un mot. Voilà, c'est pas du tout un mot environnemental. Si c'est pour toi
important de terminer l'émission à 20h pour que tu sois avec ta femme à 20h15, c'est respecter ton écologie personnelle. Non, mais je te donne un exemple précis, c'est respecter ton écologie personnelle. D'accord. Donc l'écologie, et c'est pour ça que ce mot écolo, ça me dérange beaucoup, parce que ça met les gens dans des cases. Et l'écologie, c'est comme la permaculture, ce n'est pas qu'un sujet d'environnement, de respect, c'est avant tout se respecter soi, connaître son écosystème, sa maison, c'est déjà de l'écologie. D'accord. Avoir une discussion, une écoute active, c'est de l'écologie. L'écologie, c'est bien plus large. C'est pour ça que j'aime pas entendre C'est pour ce ça mot que je l'ai écolo. dit, mais au moment où je l'ai dit, j'ai dit c'est pas un mot qu'il aime ça. Tu m'as fait découvrir un livre, Jade. Non, vas-y, tu voulais dire Non, quelque chose tu disais, oui, c'est un peu notre truc, ça, de se rassembler et tout. Et c'est vrai que on oublie peut-être que l'humain est vraiment un animal social et qu'on a besoin d'être ensemble, de se relier. Et que, voilà, on a des modes de vie tellement individuels où, tu vois, on voit les mêmes personnes tous les jours. Et ça fait vraiment du bien de se relier. Et en plus de créer de nouveaux liens qui font que l'histoire continue. Quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de famille nucléaire, comme si les rapports sociaux se résumaient au petit noyau familial. Quoi, alors que je lisais hier, on a besoin de rapports sociaux à tous les niveaux. Quoi. Je lisais hier quelque chose sur Harari, un écrivain, qui expliquait que la compétition, c'était pas quelque chose de naturel chez nous. Et que si on avait réussi aujourd'hui à être en haut de la chaîne alimentaire, à fonctionner en société, c'était grâce à l'interdépendance et à notre capacité à coopérer. C'est ce qui fait que l'être humain, qui est finalement petit par rapport à plein d'autres espèces, a réussi à perdurer, à être résilient, à être autonome, à être rapidement, à maîtriser son écosystème. C'est parce qu'il coopère. On est capable aujourd'hui en France de coopérer à 60 millions de personnes. Et il n'y a que l'être humain quasiment qui est capable de ça. Qui est capable, exact. Donc la compétition n'est pas forcément naturelle. J'aimerais terminer en partageant une citation d'un livre. Tu me corriges, je crois que c'est la révolution d'un seul brin de paille de Fukuoka. Oui. Et savoir comment ça résonne chez vous, cette citation. Cette agriculture sauvage qui a sa source et sa fin dans le respect est partout humaine et bonne. Les hommes travaillent mieux quand ils travaillent pour le bien de l'homme, non pour la plus haute production ou l'augmentation de l'efficacité. Le but ultime de l'agriculture n'est pas la culture des récoltes, mais la culture de la perfection des êtres humains. C'était long. Non, c'est beau. Mais... Ça résume bien la permaculture, non ? Complètement. Fukuoka, c'est vraiment un des pionniers de la permaculture. Son agriculture naturelle nous a beaucoup appris, justement dans l'observation. C'est un paysan ? C'était pas un paysan, c'était plutôt un chercheur en pathologie végétale au Japon. Et il était agronome et il hérite des terres de son père. Donc il est aussi il est les deux, quoi. Je veux dire, il est agronome, mais il est aussi agriculteur. Et dans son livre, d'ailleurs, il raconte vraiment ses expériences. Ah oui, bien sûr. Quand je te dis il n'est pas paysan, il est redevenu paysan, j'ai envie de dire. C'est qu'il était quand même, il bossait dans des labos. Enfin, il explique bien aussi dans son livre. Et, il commence pas avec l'agriculture. Il va pas expérimenter après. Ouais, c'est ça. Pour moi, il retourne sur les terres familiales et il fait plein d'erreurs et il se rend compte que moins il touche à la nature, mieux elle produit, mieux elle se porte. Enfin, il va vraiment commencer à mettre en place cette observation de la nature. Et au début, Jean-Luc, il est un peu pris pour un fou dans le village. Les autres paysans le regardent en disant mais qu'est-ce qu'il fait ? Et ça fait 50 ans qu'on fonctionne, ou 60 ans d'une manière, et lui, il fait complètement différemment. Mais comme il obtient des résultats incroyables en agissant moins sur les sols, du coup, il devient une référence dans son village, puis dans sa ville, puis dans le pays, puis au niveau mondial, où des agriculteurs du monde entier, des gens viennent le rencontrer pour savoir comment il fonctionne. C'est hyper intéressant, ce livre. Qui est même un livre de société. Est-ce que ça vous dit si on termine sur la musique que vous aviez prévue ? Puisqu'en fin de compte, on avait calé à 30 et on l'a pas mis. Moi, ça me va très bien. Juste rappeler qu'on peut retrouver les informations de Permacultive sur permacultive.org. Vas-y, rappelle tout ça. La page Facebook Association Permacultive. Et on peut contacter Jade, Chloé, l'équipe de Permacultive sur contact@permacultive.org. Super. Voilà, et vous retrouvez... Exact, et vous retrouvez la totalité de l'émission en ligne ce soir sur le site fmradio.fr en vidéo bien sûr. Et voilà, donc on termine sur ce titre que vous aviez choisi, Punk Fit Monkey Mix, les potes AJ. Voilà, et merci en tout cas d'être venu jusqu'à chez nous, puisque vous venez de loin quand même, et que normalement dans 1 minute c'est le couvre-feu. C'est ça. Merci de nous recevoir. Merci Sébastien d'avoir fait une nouvelle émission. On a bloqué le top horaire de 20h juste pour pouvoir écouter un morceau de ce titre, les potes AJ. Alors on l'écoute. BX, Bruxelles, BX, Bruxelles.
c'est chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille. Alors retiens ce conseil, si t'es pas à Marseille.